À la une de l'actualité, les historiens burkinabés s'accordent sur la nécessité de revoir l'enseignement de l'histoire du Burkina Faso. Tous sont surtout unanimes pour réécrire l'histoire de l'Afrique en la débarrassant de certains concepts coloniaux dévalorisants. Les principales conclusions du colloque international sur la création de la Haute-Volta dès le début de ce journal. En Grande-Bretagne, la Chambre des communes rejette une fois de plus l'accord de sortie de l'Union européenne conclu par la première ministre britannique. Un second refus en 2 mois, et cela à 16 jours de la date officielle du Brexit, et qui plonge le Royaume-Uni dans une immense incertitude. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le point complet des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, il faut donc réécrire l'histoire de l'Afrique et plus particulièrement celle du Burkina Faso en la débarrassant de certains concepts coloniaux dévalorisants. C'est la principale conclusion des travaux du colloque international sur le centenaire de la création de la Haute-Volta qui a réuni plusieurs historiens à Ouagadougou, des historiens d'ici et d'ailleurs, les historiens qui sont tous unanimes sur un point: il faut un autre récit de notre histoire. Suivons Lassine Assier Ouattara et Vincent Kendrebego sur les principales conclusions de ce colloque. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, ni les professeurs ni les étudiants ne sont satisfaits d'une matière, l'histoire. Celle de l'Afrique et plus particulièrement du Burkina Faso, telle qu'enseignée dans nos écoles. Je ne me retrouve pas lorsqu'on dit que nous sommes un peuple barbare, nous n'avons pas d'histoire, sachant que nous avons connu des empereurs au Burkina Faso, nous avons connu des empereurs à l'histoire du Burkina Faso en Afrique, en parlant du Mali, comment on appelle, de la Guinée, etc., les Samouraïs, etc. Et on me dit que non, c'est le contraire, vous voulez que j'admette ça, que je sois d'accord avec ceux-là qui ont falsifié mon histoire. Non. L'histoire africaine a d'abord été écrite par des Européens. Et cette histoire, l'écriture de cette histoire ayant débuté sous la colonisation par des administrateurs coloniaux qui étaient des amateurs, ils utilisaient des concepts qui étaient des concepts qui, en quelque sorte, dévalorisaient la personnalité africaine, en employant des termes comme l'indigène. À l'occasion du centenaire de la création de la colonie de Haute-Volta, des historiens de plusieurs pays se sont réunis. Après 4 jours de travaux, les universitaires parviennent à une conclusion et prennent surtout la résolution de réécrire l'histoire du pays en commençant par une décolonisation des concepts. C'est-à-dire, c'est une décision que nous avons prise de ne plus écrire, de ne plus utiliser les concepts qui étaient utilisés sous la colonisation. Et ensuite, l'autre résolution, c'est de faire en sorte que les acquis donc la recherche, soient pris en compte dans l'enseignement de l'histoire. À chaque moment d'évolution, un peuple a besoin de réécrire son histoire et de faire une histoire de son passé qui corresponde à ce dont il a besoin pour progresser. Donc il est tout à fait légitime et même très sain qu'actuellement le Burkina Faso ressente le besoin de réécrire son histoire. Ce colloque international ouvert en présence du président du Faso est voulu par les plus hautes autorités pour marquer le centenaire. Et le gouvernement dispose désormais des recommandations qui en sont sorties. C'est une logique que de dire qu'il faut revaloriser le contenu de cet enseignement, revaloriser donc le processus d'enseignement et en même temps enrichir les curricula, certainement du primaire jusque dans les universités, pour que le nouveau contenu validé par les scientifiques soit donc mis au centre donc, de l'enseignement de l'histoire. Le document issu de ce colloque doit faire l'objet d'une publication d'ici la fin de 2019. Un ouvrage beaucoup attendu dans cette université qui porte le nom d'un des grands historiens du continent. Et une préoccupation récurrente, la question du foncier au menu de la première journée de réflexion du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. Les députés veulent surtout rechercher dans l'existant les mécanismes pour promouvoir un mieux vivre ensemble et pensent que la loi 034 dispose de tous les atouts pour résoudre la question du foncier au Burkina Faso. Ici à Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN
analyse ici le problème du foncier au Burkina Faso, surtout quand le foncier devient source de conflits communautaires et intercommunautaires. La loi 034 sur le foncier rural, adoptée en 2009, est perçue par ses députés comme la solution au problème du foncier. Ici, à cette première journée parlementaire du groupe, les députés s'interrogent sur les alternatives que propose cette loi pour la promotion d'un mieux vivre ensemble. La loi 034 a été saluée par l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière comme une loi vraiment très appropriée pour résoudre les conflits fonciers. Parce que, en fait, les mécanismes de mise en œuvre qui sont dans cette loi devaient permettre aux populations de gérer de façon consensuelle les ressources, que ce soit les ressources individuelles ou les ressources collectives liées au foncier. Nous saisissons cette occasion pour refaire l'état de lieu donc, de la mise en œuvre de la loi et faire des suggestions et des propositions au gouvernement. Pour le groupe PJRN, il est grand temps de résoudre définitivement la question du foncier. Sans sécurisation foncière, pas de développement, pas de sécurisation des investissements. Donc pour nous, c'est incontournable que ce sujet-là soit pris au quotidien des actions gouvernementales. L'UPC, le CDP, l'ADF-RDA et la NAFA sont les partis qui composent ce groupe parlementaire. Mais à ces journées de réflexion, les députés d'autres groupes parlementaires et d'autres partis ont été associés. Et la promotion de la bonne gouvernance dans les collectivités territoriales au Burkina Faso est au cœur des actions de l'association Monde Rural. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'association réalise depuis quelques années des études sur la gestion des affaires dans un certain nombre de communes partenaires. Les résultats de celle de 2018 sont restitués à Goursi en présence de Nonwende Ouedraogo et Beleman Herman Nestor Toué. Une gouvernance assez satisfaisante, c'est l'appréciation que porte l'association Monde Rural sur cette étude réalisée sur la gouvernance locale dans 37 communes partenaires. L'étude qui vise à améliorer la gestion des affaires publiques s'est basée sur des indicateurs précis. Comment est-ce que le citoyen apprécie la transparence, la communication dans la collectivité, au niveau de la commune? Comment est-ce que les citoyens apprécient l'ensemble des services sociaux de base qui sont fournis aux citoyens? Comment est-ce que les citoyens apprécient la redevabilité, c'est-à-dire l'imputabilité, le rendu compte des gouvernements locaux? Comment est-ce que le citoyen apprécie le niveau de prise en compte des questions liées au genre et à la promotion des droits humains? La restitution de cette étude va permettre d'évaluer les performances des différentes communes partenaires et aussi d'inviter les responsables à améliorer leur gouvernance. D'une part, de pouvoir mesurer sur le terrain l'impact de l'accompagnement que la MR est en train de faire en termes de redevabilité et en termes de gouvernance locale au niveau de la commune, et d'autre part, de corriger les insuffisances qui vont être certainement relevées. L'association Monde Rural a été créée en 1996 et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, notamment celles des femmes et des enfants. Elle intervient dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et de l'Est. Et en matière de promotion de genre, l'autonomisation et la promotion de l'égalité des femmes et des jeunes filles sont les domaines de prédilection de l'ONG Oxfam qui met en œuvre donc un projet en collaboration avec la coopération canadienne. Le projet dénommé Voix et leadership des femmes vise surtout à soutenir des organisations de la société civile qui œuvrent dans ce sens. L'appui financier du Canada au projet est d'environ 1,8 milliard de francs CFA. Le lancement du programme avec Vincent Kendrevego. Voix et leadership, un nouveau projet mis en œuvre au Burkina Faso par Oxfam Burkina et sous la supervision d'Oxfam Canada au bénéfice des femmes et des filles. Le projet ici annoncé a pour objectif de renforcer les capacités d'une quinzaine d'organisations féminines. La mise en œuvre de ce programme va se passer à travers justement des appels à projets, à candidature, où justement les différentes organisations qui seront intéressées par l'initiative ainsi offerte par l'AMC, l'Agence Affaires mondiales Canada,
leur permettra justement de mettre cela en œuvre. Donc c'est une sélection qui va s'opérer et les meilleurs, naturellement, seront sélectionnés pour la mise en œuvre. Lorsque les femmes et les filles se voient offrir des chances égales de réussir, elles peuvent être de puissants agents de changement. Telle est la conviction de l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Le Canada qui assure l'appui financier pour la réalisation du projet. Cette initiative que nous lançons aujourd'hui, que j'ai annoncée solennellement, d'une valeur d'1,8 milliard de francs CFA sur 5 ans, aura pour objectif vraiment d'appuyer les organisations de défense des droits de la femme, mais également les autres entités, afin que les femmes et les filles puissent être soutenues dans leurs efforts et puissent contribuer de façon plus importante et substantielle au processus de développement économique, social et politique du Burkina Faso. Le projet Voix et Leadership des femmes est aussi mis en œuvre dans d'autres pays comme le Bénin, avec le soutien du Canada et dans un souci d'autonomiser les femmes et d'éliminer les disparités liées au genre. Produit de la pomme de terre au Sahel, cela est possible et c'est même une réalité depuis quelques années déjà dans la région. Des maraîchers en ont fait leur principale activité au bord de la mare de Dori et cela leur réussit. La production y est de plus en plus importante, si bien que se pose le problème de l'écoulement. C'est le sujet du dossier que nous proposent Yamba Nakoulman, Sénikien Toré et Lazare Sanou. Des champs de pommes de terre sur plusieurs hectares. Nous ne sommes pas à Titao dans le Loroum, mais sur les berges de la mare de Dori dans le Sahel. La production de ce tubercule est devenue la principale activité des Doriens qui en font leur gagne-pain depuis des dizaines d'années. Je travaille la pomme de terre, ça fait 15 ans. Je travaille, bon, je m'en sors. J'ai fait mes petits besoins avec. Grâce à Dieu, bon, ça va. Je travaille avec quelques employés. Un nombre de 4 ou 5 ans dans chaque année. J'ai pu se réaliser. Avant, quand je travaillais, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, je me suis marié. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et je me nourris là-dedans. Et j'ai les soins aussi dedans. Je n'ai pas un autre métier, c'est pas ça. Aujourd'hui à Dori, la pomme de terre est entrée dans les habitudes alimentaires. Sa place dans le panier de la ménagère est donc une réalité. La pomme de terre est de qualité. Quand on prépare, toute la famille est contente. Voilà ce qui fait qu'on paye régulièrement. Avant, je ne savais pas qu'on produisait ça à Dori. La pomme de terre de Dori, là, les gens l'apprécient ça bien. On prend souvent 2 cartons, 3 cartons. Les gens aiment ça. Ici, de par le passé, la pomme de terre était produite sur plusieurs hectares. Plusieurs facteurs aussi bien naturels que humains constituent une entrave à la production de ce tubercule. Les problèmes qu'on rencontre, il y a la divulgation des animaux, il y a la mévente, l'écoulement pose un problème. Bon, la pomme de terre, ça y est, en maturité, on n'a pas où le conserver. Donc c'est exposé comme ça. Oui. Et puis il y a le problème de l'eau, il y a la mare aussi qui t'arrive de jour en jour. Bon, il y a l'ensablement. Donc nous, si on arrive à curer la mare, ça va au moins un peu aussi à conserver beaucoup d'eau pour qu'on puisse au moins durer dans la production. Les berges de la mare de Dori constituent une mine d'or pour ces exploitants. Après la récolte de ces tubercules, place à d'autres productions. Ici, ces producteurs n'ont qu'un seul souhait, l'aménagement de la mare pour une plus grande production au grand bonheur des consommateurs. Actualité hors de chez nous, au Royaume-Uni, les députés ont encore rejeté le traité du Brexit et doivent se prononcer ce mercredi sur la possibilité d'une sortie de l'Union européenne sans accord. La première ministre britannique met en garde, quitter l'UE dans ces conditions provoquerait un choc économique. À 16 jours de la date officielle de sortie de l'UE, la Grande-Bretagne est plongée dans une immense incertitude. 242 voix pour et 391 voix contre. Pour la seconde fois en 2 mois, les députés britanniques rejettent l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par le gouvernement de Theresa May.
C'est une nouvelle défaite humiliante pour la Première ministre. Cette dernière avait pourtant obtenu lundi des concessions de la part de l'Union européenne, notamment concernant le filet de sécurité à la frontière irlandaise. Mais cela n'a pas suffi à convaincre la Chambre des communes. À l'issue du vote, Theresa May a fait part de ses regrets et a mis en garde les parlementaires. Laissez-moi le dire clairement. Voter contre la sortie sans accord et pour un report du Brexit ne résoudra pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'Union européenne voudra savoir ce que nous ferons d'une telle extension. La Chambre devra répondre à cette question. Souhaite-t-elle révoquer l'article 50? Souhaite-t-elle un deuxième référendum? Ou veut-elle quitter l'UE avec un accord autre que celui-ci? Ce sont des choix peu enviables, mais en raison de la décision de la Chambre ce soir, il faudra les affronter. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, s'est pour sa part réjoui de ce résultat. Il appelle désormais à de nouvelles élections. Le gouvernement a une nouvelle fois subi une défaite à une énorme majorité. Ils doivent maintenant accepter que leur proposition, leur accord négocié par la Première ministre est mort et qu'il n'a pas le soutien de la Chambre des communes. Le compte à rebours a commencé pour la Première ministre. Peut-être qu'il est temps d'organiser des élections générales pour que le peuple choisisse quel gouvernement doit le représenter. Mercredi, les députés se prononceront pour approuver ou rejeter une sortie de l'Union européenne sans accord. S'ils refusent le no deal, un nouveau vote sera prévu jeudi, leur proposant cette fois de repousser le Brexit pour une période limitée. Toute prolongation devra toutefois être approuvée à l'unanimité par les 27 membres de l'UE. Et aux États-Unis, la Californie rejoint la vingtaine d'États américains ayant suspendu ou aboli la peine de mort. Les prisons californiennes vont donc devoir fermer leurs salles où étaient pratiquées les injections létales. Plus de 700 prisonniers qui attendaient dans le couloir de la mort pourraient avoir la vie sauve. Le couloir de la mort en Californie abrite 737 détenus qui pourraient ne jamais être exécutés dans cet état. Le gouverneur de Californie va en effet décréter un moratoire sur la peine de mort, jugeant les exécutions incompatibles avec les valeurs de l'état le plus peuplé des États-Unis. En décrétant un moratoire sur la peine de mort, la Californie rejoint ainsi la vingtaine d'États du pays qui ont suspendu ou aboli cette pratique en net recul aux États-Unis. L'an passé, 25 condamnés ont été exécutés sur tout le territoire, contre 98 20 ans plus tôt. Depuis le début de l'année, 3 prisonniers ont été exécutés. Les prisons californiennes vont donc devoir fermer leurs salles où étaient pratiquées les injections létales. La dernière remontait à 2006. Pour finir, la suspension de la Constitution et l'absence de calendrier électoral présidentiel en Algérie constituent les sujets qui font débat dans les quotidiens de ce jour au Burkina Faso. La lecture croisée des journaux avec Aimé Solange Guigma. S'il y a bien un sujet qui intrigue les journaux ces temps-ci, c'est la situation politique en Algérie. À ce propos, écrit aujourd'hui au Faso, Noureddine, Premier ministre, Lamamra, vice-PM en Algérie, Bouteflika et ses 2 kamikazes du casse-pipe transitionnel. Comme a expliqué aux manifestants anti-5e mandat, ces amputations et ces prothèses qu'on veut appliquer sur la Constitution qui ne reconnaît nulle part dans ses linéaments le scénario tracé par Bouteflika ce 11 mars, s'interroge ce journal. Pour le pays, la suspension de la Constitution entraîne le débat sur l'alternance dans une zone de non-droit qui ne peut être que favorable au plus fort. Puis les mesures annoncées ne sont assorties d'aucun calendrier précis. C'est pourquoi ce journal se demande bien si la sortie de Boutef constitue vraiment un réel renoncement au pouvoir ou une ruse de guerre. Ce qui est sûr, réplique le pays, cette sortie a toutes les allures d'un piège à con. D'où l'appel à la mobilisation à la lutte du printemps arabe pour les prochains jours pour la tenue à bonne date des élections et le retrait pur et simple de l'actuel président du pouvoir au soir de son mandat, indique Sidoya.
Il est donc temps, selon l'observateur Palga, que les manifestants sachent terminer la manœuvre et donnent le coup de grâce à un régime moribond à l'image du président sortant. Mais ce qui est important d'après le quotidien, c'est que chacun joue franc jeu pour que le processus de sortie de crise proposé par le président aboutisse pour que la paix soit la chose la mieux partagée au bonheur de l'ensemble des Algériens et des amis de ce grand pays qui joue un rôle stratégique en Afrique à travers les institutions interafricaines telles que l'Union africaine. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.